8h18, on n'est pas forcément d'accord aujourd'hui avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Alors un certain nombre de polémiques se sont multipliées après la manifestation à la Madeleine autour de Johnny Hallyday. Près d'1 million de personnes et le président de la République étaient présents. On aurait pu croire pourtant à une unanimité nationale. Il est mort comme il a vécu, dans le fracas et le bruit. À 17 ans, la jeunesse cassait les fauteuils pour ses concerts, tandis qu'écrivains et ministres s'étripaient dans la presse à son propos. Et à sa mort, tout recommence. Ce n'est ni un calcul, ni un hasard, ni une erreur, c'est un destin, le destin de Johnny. Jeune, il incarnait le coup d'État de sa génération qui arrachait le pouvoir à une société d'adultes qui ne demandait qu'à se laisser subvertir. Mort, il voit descendre dans la rue le petit peuple des petits blancs, comme dit Alain Finkielkraut, cette France périphérique qui communie avec son héros en se moquant bien de ses frasques fiscales. Il est amusant d'entendre ceux qui exigent habituellement de voir de la diversité partout, à l'école, à la télévision, dans les entreprises, au gouvernement, prendre soudain des pudeurs de chaisière pour regretter qu'on classe ainsi les gens par race ou religion. Amusant de voir les turiféraires exaltés de la France black, blanc, beurre et du vivre ensemble rester quoi face à cette preuve par le réel que leur chimère n'existe pas. C'est la même querelle de Charlie qui recommence. Qui est Charlie et qui ne l'est pas? Qui est Johnny et qui ne l'est pas? Qui communie avec le peuple français, même dans les plus petites choses, et qui ne communie pas? Qui, pour parler comme Ernest Renan, possède un riche legs de souvenirs et a la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu indivis, et qui se moque bien des souvenirs et rejette l'héritage. Johnny Hallyday a pourtant incarné l'américanisation de la culture populaire française, Éric. Oui, jeune, Johnny incarnait la fureur de vivre à l'américaine, c'est-à-dire le consumérisme et le matérialisme. Mais mort, il révèle à la surprise générale une foi chrétienne et une quête de Dieu. La mort catholique de Johnny ressemble à celle des grandes libertines de l'Ancien Régime qui faisaient une fin dans la religion après avoir beaucoup péché. On comprend la fureur des laïcards à la Mélenchon qui d'instinct a compris que Johnny incarnait in fine ce peuple qui ne veut pas mourir, ce peuple à la fois si français et si catholique, même s'il est largement incroyant et ne pratique plus grand-chose. On comprend mieux le réflexe de tous ceux qui congratulent Emmanuel Macron au nom de la laïcité d'avoir renoncé à saisir le goupillon pour bénir dans l'église le cercueil du défunt. Les mêmes, pourtant, qu'il aurait agonie d'injures s'il n'avait pas posé une kippa sur sa tête en entrant dans une synagogue ou s'il avait refusé, au nom de la laïcité, d'enlever ses chaussures en pénétrant dans une mosquée. Tout se passe comme si la vie et la mort de Johnny étaient une parabole morale qui prouve que la jeunesse ne peut régner éternellement ni impunément, que le matérialisme n'a pas de réponse à toutes les angoisses de l'être humain et qu'un peuple n'est pas seulement l'addition de communautés. Comme si, à travers son incarnation la plus populaire, la génération des baby-boomers qui a dirigé la France depuis des décennies déposait les armes et faisait son mea culpa. Éric Zemmour, On n'est pas forcément d'accord. On n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Éric, la mort de Jean d'Ormesson a précédé donc de quelques heures celle de Johnny Hallyday, deux monstres sacrés de notre époque. L'histoire bégaye. Il y a plus de 50 ans, le 11 octobre 1963, Jean Cocteau et Édith Piaf mouraient à quelques heures d'intervalle. Le poète et la chanteuse, l'homme des salons et la femme des rues, le créateur mondain et l'artiste populaire. C'était la France des années 40 et 50, celle de l'occupation et puis de la reconstruction qui disparaissait avec eux. Et tout recommence avec les décès de Jean d'Ormesson et de Johnny Hallyday. L'écrivain et le chanteur, le fils de la haute et celui des faubourgs, l'homme qui murmurait à l'oreille des présidents et celui qui beuglait dans les stades. C'est la France des années 60-70 qui faisaient avec eux des heures sup. Ceux qui n'avaient pas fait la guerre et ceux qui étaient nés pendant la guerre. La France de De Gaulle et Pompidou, la France des DS et des machines à laver, la France des voitures décapotables et du rock'n'roll. D'Ormesson, c'était Françoise Sagan au masculin. Johnny, c'était Elvis Presley en tricolore. D'Ormesson, c'était l'ultime trace d'un temps où l'Europe parlait français. Johnny, c'était la première génération américaine de l'histoire de France. On disait que la conversation de d'Ormesson était brillante, mais il ne faisait que ça depuis 3 siècles. On disait que Johnny était le chanteur de toutes les générations, mais il était plutôt l'incarnation de cette génération des baby-boomers qui avait imposé son hégémonie culturelle à toutes les autres. Alors bien entendu, les messages de condoléances affluent de tous les bords politiques. Vous arrivez à les classer politiquement, Éric ?
D'Ormesson était un orléaniste qui se voyait de bonne foi en gaulliste, un centriste qui se prétendait de droite. Johnny était un rebelle qui n'était pas de gauche. D'Ormesson, c'était l'homme de droite que la gauche aimait aimer. Johnny, c'était l'éternel révolté qui permettait à la droite de ne pas paraître complètement ringarde à ses propres yeux. D'Ormesson savait bien sûr au fond de lui qu'il ne serait jamais Chateaubriand. Johnny savait bien sûr au fond de lui qu'il ne serait jamais Elvis. Ils étaient tous les deux, en dépit de leur indéniable talent, la preuve que la France avait perdu son rang. Mais tous les deux faisaient comme si, avec une grande élégance et une certaine classe, la French Touch, comme on dit dans les publicités de notre industrie du luxe, à destination des touristes chinois. Les deux hommes étaient des inventions de la télévision, à la fois déifiés et ridiculisés par le spectacle permanent. S'ils étaient de magnifiques têtes de gondole médiatiques, c'est qu'ils appartenaient à une époque où les êtres n'avaient pas encore été entièrement façonnés par l'écran roi. Le livre pour D'Ormesson, la salle de concert pour Johnny. C'est ce qui les rendait authentiques, au cœur même de leur rouerie de comédie. Mais Johnny n'avait plus envie d'avoir envie, tandis qu'on entend encore la voix fluette de Jean Dos et Gosillé. Mourir en même temps que Johnny, mais c'était épatant. Éric Zemmour. En un clic, réécoutez vos... Des nationalistes à l'Assemblée corse ne semblent pas inquiétés à Paris, comme s'il y avait une espèce de folklore dans cette langue corse, cette nation revendiquée. Mais pour vous, c'est tout sauf anecdotique. C'est-à-dire que c'est très étonnant, effectivement, vous avez raison, la réaction et du pouvoir, et des politiques, et même des médias. Vous aurez remarqué une espèce d'unanimité bienveillante. Oui, c'est pas grave. En plus, ils se disent plus nationalistes, ils se disent autonomistes. Donc c'est extraordinaire. En France, on change un mot et tout a changé. Ils ont déposé les armes, certes. Ils ne parlent plus de faire des attentats et donc tout va bien. Et il me semble, moi, que rien n'a changé en vérité. Monsieur Gilles Simeoni parle toujours de peuple corse. Et si les mots ont un sens, c'est un peuple corse. Il ne peut pas y avoir de peuple français. Ils ne sont pas membres du peuple français. Donc là, il y a une divergence fondamentale qui fonde d'ailleurs leur projet nationaliste. Mais peut-être que s'il n'y a pas d'inquiétude, c'est parce qu'on se dit ils n'iront pas jusqu'à demander l'indépendance, ne serait-ce qu'à cause du lien économique ou du besoin d'argent public qui lie la Corse à la France. Alors moi, je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est que la Catalogne a ridiculisé, pour un temps, toutes les revendications indépendantistes. Et d'ailleurs, les dirigeants nationalistes corses en ont tout à fait conscience, puisqu'ils ont pris soin de dire « Mais nous, on veut pas la Catalogne, nous, on veut la Sardaigne ». Ce qui est une embrouille très drôle, parce que la Sardaigne, d'abord, tout le monde s'en fout, personne ne sait ce qui se passe en Sardaigne. Et deuxièmement, la Sardaigne, c'est un statut très autonomiste, qui était celui de la Catalogne il y a 20 ans. Donc en fait, évidemment, ils reviennent en arrière pour pour éviter de sacrifier leur idéal. Bien sûr. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous avez tout à fait raison. On a l'impression que la Corse, contrairement à la Catalogne d'ailleurs, est plus pauvre que le reste de la France et donc qu'elle est dépendante de cette solidarité nationale que par ailleurs ils rejettent puisqu'ils ne font pas partie de la nation française. En fait, on se trompe, je pense, parce que les considérations économiques ne sont pas toujours les premières. On a vu avec le Brexit qu'un peuple pouvait sacrifier délibérément, alors qu'on l'avait averti, ses intérêts matériels, économiques, car il pensait que son identité nationale était en jeu. Vous parlez d'identité. Selon vous, la dimension identitaire, elle est forte dans le vote corse? Moi, je pense qu'elle n'est pas forte, elle est essentielle. C'est-à-dire, vous le savez bien, les mêmes Corses qui donnent la majorité aux nationalistes aux élections locales donnent la première place à Marine Le Pen. On pourrait y voir une contradiction fondamentale, puisque Marine Le Pen défend le vieux projet jacobin traditionnel. Donc c'est une contradiction, mais en fait c'est une grande cohérence. C'est parce que les mêmes Corses veulent défendre l'identité corse et l'identité française, qui est beaucoup plus proche que les nationalistes ne le disent, contre un islam irrédentiste qui s'étend dans l'espace public, qui veut s'imposer dans l'espace public, comme on l'a vu les querelles de l'été 2016 autour du burkini sur les plages. En fait, c'est le même vote. C'est un vote, que ça soit pour les nationalistes ou pour Marine Le Pen à la présidentielle, c'est pas un vote nationaliste, c'est pas un vote même autonomie, c'est un vote identitaire. Et les nationalistes sont regardés par les Corses comme ceux qui défendent le mieux l'identité corse et française contre l'islam. C'est ça, d'après moi, le vrai sujet
de cette élection de Corse, mais évidemment, personne n'en parle. Merci Éric Zemmour.